Mesdames, messieurs, avant d'être une controverse, elle fut une révolution. Une onde de choc blonde qui, en 1956, fendit en deux le cinéma mondial et les consciences d'une France encore corsetée dans ses certitudes bourgeoises. Le film s'appelait « Et Dieu créa la femme », et celle que le monde entier allait bientôt appeler Bébé n'était pas tant une actrice qu'une apparition, une force de la nature incarnée. Née à Paris en 1934 dans un milieu industriel aisé et conservateur, rien ne prédestinait la jeune Brigitte Bardot à devenir le fantasme universel qu'elle est devenue. Son éducation fut stricte, son chemin tout tracé vers la rigueur de la danse classique au Conservatoire de Paris, mais le destin, ou peut être une forme de fatalité, en avait décidé autrement. C'est l'objectif d'un appareil photo, bien avant celui d'une caméra, qu'il a saisi pour la première fois. À 15 ans, sa beauté déconcertante fait la couverture du magazine Elle, et ce visage, mélange d'innocence et de provocation, attire le regard d'un jeune homme qui changera sa vie, le réalisateur Roger Vadim. Leur amour de jeunesse fut le creuset de leur destinée artistique commune. Il la façonna, elle creva l'écran. Avec « Et Dieu créa la femme », Vadim n'a pas seulement filmé sa muse. Il a libéré une sensualité jusqu'alors inédite, presque insolente. Bardot, libre, pieds nus, cheveux au vent, incarnait une féminité affranchie des dogmes et des morales rigides. Le monde puritain fut scandalisé, l'Amérique fut conquise, et le mythe s'embrasa. En quelques mois, elle devint une icône planétaire. Son style, sa choucroute blonde, sa moue boudeuse, tout en elle était copié, imité, désiré. Elle tourna avec les plus grands noms du cinéma, de Jean-Luc Godard à Henri-Georges Clouzot, donnant la réplique à Jean Gabin et Alain Delon. Elle forma des couples de légende avec Sacha Distel, Sami Frey, puis Serge Gainsbourg, pour qui elle enregistra la première version, jugée trop sulfureuse, de Je t'aime, moi non plus. Mais cette gloire était un poison. La femme derrière l'icône suffoquait sous le poids d'une célébrité qu'elle n'avait jamais véritablement désirée. La pression médiatique était une traque incessante, un viol de son intimité qui la poussa à plusieurs reprises au bord du gouffre et à des tentatives de suicide. Elle n'était pas faite pour ce monde de faux-semblants. Alors, en 1973, à l'apogée de sa beauté et de sa carrière, elle prit une décision que personne ne comprit. À seulement 39 ans, elle annonça son retrait définitif du cinéma. Ce n'était pas un caprice, mais un acte de survie. Elle ne voulait plus jouer la comédie, ni à l'écran, ni dans la vie. Elle aspirait à une autre vérité, loin des projecteurs parisiens. C'est dans sa propriété de la Madrague à Saint-Tropez qu'elle trouva refuge, tournant le dos à son passé pour embrasser un nouveau combat, une nouvelle raison d'être. En tournant le dos au 7e art, Brigitte Bardot n'a pas choisi le silence ou l'oubli. Au contraire, elle a troqué le velours des studios contre le bitume d'un combat bien plus âpre et personnel. Le monde, qui s'attendait à la voir s'étioler dans la nostalgie de sa gloire passée, l'a vue renaître en guerrière. La Madrague, sa forteresse de Saint-Tropez, est devenue le quartier général d'une nouvelle croisade, la défense de la cause animale. Ce ne fut pas une reconversion, mais une véritable métamorphose, une obsession qui allait consumer le reste de sa vie et redéfinir son image publique de manière irrévocable. En 1986, elle crée la Fondation Brigitte Bardot, une arme de guerre qu'elle finance en vendant aux enchères ses biens personnels, ses robes, ses bijoux, comme pour se dépouiller symboliquement de son ancienne vie. La Fondation devient son porte-voix et sa voix se fait plus dure, plus intransigeante. Elle ne se contente pas de signer des pétitions, elle part en guerre contre des citadelles culturelles et industrielles. Sa lutte est totale. Contre la chasse aux phoques, qu'elle dénonce sur la banquise canadienne, contre la corrida, qu'elle qualifie de spectacle barbare, contre le port de la fourrure, l'expérimentation animale dans les laboratoires et les conditions d'abattage du bétail. Pour Bardot, il n'y a pas de compromis possible. Sa compassion pour les bêtes devient le miroir inversé d'une misanthropie grandissante. Elle le clame haut et fort, les animaux méritent plus de respect que les hommes. Cette déclaration est une ligne de fracture. Le public, qui aimait l'actrice libre et solaire, découvre une militante radicale qui ne prend aucun gant pour dénoncer ce qu'elle perçoit comme la cruauté et l'hypocrisie de l'espèce humaine. Elle se fait des ennemis puissants,
des chasseurs aux industriels de la viande, mais elle refuse de modérer ses propos. C'est à cette époque que les premières dissonances apparaissent. Sa vie privée marquée par des échecs sentimentaux, 4 mariages avec Vadim, Jacques Charrier, Günther Sachs, puis Bernard Dormal, et une relation notoirement complexe et distante avec son fils unique, Nicolas, semblent renforcer sa conviction que seule la loyauté animale est pure. Sa confession brutale dans une autobiographie, où elle admet ne pas avoir désiré son enfant, avait déjà choqué la France bien pensante. Ce nouveau combat, mené avec une férocité qui confine parfois la violence verbale, achève de la marginaliser. Elle n'est plus l'enfant chéri de la nation, mais une voix qui dérange une conscience accusatrice. Ce tournant militant n'était que la première étape d'une rupture bien plus profonde avec la société et les valeurs de son temps. Si le combat pour les animaux avait déjà commencé à fissurer son piédestal, ce sont ces incursions fracassantes dans le champ politique et sociétal qui allaient dynamiter le mythe. La militante passionnée s'est peu à peu muée en une polémiste à la parole incendiaire, dont les déflagrations médiatiques ont achevé de la couper du monde qu'il avait autrefois adulée. La rupture a pris une tournure officielle et judiciaire à la fin des années 90. Dans ses écrits, notamment son livre Un cri dans le silence, elle ne se contente plus de fustiger les ennemis des bêtes, elle s'en prend à ce qu'elle perçoit comme la décadence de la France, l'immigration, l'islam, l'homosexualité. Les mots sont d'une violence inouïe. Le choc est immense. Les associations antiracistes de la LICRA au MRAP montent au créneau et les plaintes pleuvent. Les condamnations pour incitation à la haine raciale se succèdent en 2000, 2004, puis 2008. Les amendes s'accumulent, mais Brigitte Bardot ne cède pas un pouce de terrain. Elle refuse de s'excuser, s'enfermant dans une posture de martyr de la liberté d'expression. Ce fossé idéologique s'est doublé d'un rejet viscéral de son propre passé. Le Festival de Cannes, cette grand-messe du cinéma qu'il avait couronnée reine, devint l'une de ses cibles privilégiées. Elle l'accuse d'être devenue une vitrine pour un cinéma sans âme, sans rêve, sans grandeur, et s'attaque personnellement à son délégué général, Thierry Frémaux. La réponse de l'institution est glaciale, la renvoyant à son statut d'icône du passé, déconnectée des réalités du cinéma contemporain. Mais la rupture la plus spectaculaire, celle qui allait sceller son divorce avec la modernité, allait se jouer sur le terrain même de la libération féminine qu'elle avait autrefois incarnée. En pleine vague, MeToo, alors que le monde du spectacle fait son examen de conscience, Bardot prend tout le monde à contre-pied. En 2018, elle déclare que la plupart des actrices sont des allumeuses qui provoquent les producteurs pour obtenir des rôles avant de se plaindre d'être harcelées. Elle qualifie les militantes féministes de hypocrites et de ridicules. La réaction est un tsunami. Pour toute une nouvelle génération, celle qui fut un symbole d'émancipation devient une figure toxique, une ennemie du progrès. La fracture est désormais totale, abyssale. Elle n'est plus seulement une star déchue, elle est une voix que l'on veut faire taire, une statue qu'il faut déboulonner. L'ancienne déesse de la liberté sexuelle est devenue, aux yeux de beaucoup, une gardienne réactionnaire d'un ordre ancien et patriarcal. Face à ce qu'elle perçoit comme un monde en pleine décomposition, Brigitte Bardot ne se contente pas de se retirer, elle s'emmure. La Madrague n'est plus seulement un refuge, c'est le bastion d'un exil intérieur, une forteresse depuis laquelle elle observe avec mépris le tumulte d'une époque qu'elle ne comprend plus et qu'elle rejette en bloc. Sa communication devient rare, calculée et toujours plus radicale. Fini les interviews accordées à la grande presse, sa parole est désormais réservée à des médias ciblés, souvent classés très à droite, ou distillés sous forme de lettres ouvertes au vitriol publiées sur le site de sa fondation. Chaque communiqué est une charge, chaque mot est une arme. Elle y fustige les chefs d'État, les ministres, les artistes hypocrites, dénonçant avec la même ferveur la souffrance animale et le déclin de la France. C'est dans ce climat de guerre idéologique qu'elle franchit le Rubicon politique. Son soutien explicite et répété à Marine Le Pen, qu'elle adoube comme une Jeanne d'Arc du XXIe siècle, scelle définitivement sa rupture avec l'intelligentsia et le monde culturel français. Cette alliance avec le Rassemblement national n'est pas une simple opinion, c'est un pacte qui achève de la rendre infréquentable. Le milieu du cinéma, qui pouvait encore entretenir une forme de nostalgie pour l'icône passée,
lui tourne définitivement le dos. On ne l'invite plus aux commémorations, on ne lui rend plus hommage. Cannes, jadis son royaume, est devenu un territoire ennemi. La phrase de Thierry Frémaux résonne comme un épitaphe. Bardot appartient à l'histoire, mais elle a choisi de sortir du présent. Ce rejet, loin de l'affaiblir, semble la galvaniser. À ses proches, elle confie son dédain. Je n'ai besoin de personne, surtout pas de leurs honneurs en toc. Le vrai combat, la seule cause noble à ses yeux, demeure celle des animaux, loin des vanités humaines. Son isolement devient quasi monacal. À la Madrague, elle vit cloîtrée, entourée de sa meute d'animaux rescapés, avec pour seule compagnie humaine son mari, Bernard Dormal, et quelques vétérinaires. Elle refuse toute apparition publique, toute interview filmée, se dérobant systématiquement aux caméras qui tentent de capturer l'image de la recluse de Saint-Tropez. Pour certains, elle est devenue l'ombre d'elle-même, une vieille dame aigrie prisonnière de ses propres fantômes. Pour d'autres, elle est l'ultime figure de l'insoumission, une femme qui a refusé jusqu'au bout de trahir ses convictions, quitte à en payer le prix fort. La solitude la plus totale. Mais cette armure de certitude, forgée dans le feu de la polémique, cachait des blessures intimes que même les murs de la Madrague ne pouvaient guérir. Car si Brigitte Bardot a mené ses guerres avec une férocité publique, le prix de cette intransigeance s'est payé dans le silence de sa vie privée. La plus profonde de ses fractures, la plus inguérissable, fut la relation sacrifiée avec son fils unique, Nicolas Charrier. Ce lien, brisé dès l'origine, et peut être la clé de voûte de sa misanthropie. Dans une autobiographie d'une franchise brutale, elle avait confessé ne pas avoir désiré cet enfant, le qualifiant de tumeur qui avait grandi en elle. Ce désaveu maternel, jeté à la face d'une France encore pétrie de valeurs familiales, ne fut pas seulement un scandale, ce fut une blessure originelle qui ne se referma jamais. Nicolas a grandi loin d'elle, élevé par son père, et a choisi une vie d'anonymat en Norvège, un exil géographique qui matérialisait la distance affective infranchissable entre la mère icône et le fils de l'ombre. Pendant des décennies, leur relation fut un dialogue de silence, figé dans une incompréhension mutuelle, mais avec l'approche du grand âge, l'armure de la guerrière a commencé à se fissurer. Des témoignages de son cercle restreint ont laissé entrevoir une facette inédite, la fragilité. Un jour, après une intervention chirurgicale sur l'un de ses chiens, un vétérinaire la vit s'effondrer en larmes, murmurant une phrase qui en disait long sur son épuisement intérieur. « Je suis fatigué de me battre. » Pour la première fois, l'infatigable combattante laissait paraître sa lassitude. Cette faille s'est élargie dans une lettre publiée pour ses 90 ans, où, au détour d'une phrase, elle évoquait « ceux qui m'ont blessé et que j'ai peu être aussi blessé ». C'était pas un repentir, mais c'était une nuance, un minuscule pas vers une introspection qu'on ne lui connaissait pas. C'est dans ce contexte qu'est survenu un geste inattendu venu briser des années de silence glacial. De Norvège, une lettre manuscrite de Nicolas est arrivée à la Madrague. Quelques mots simples. « Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je pense à toi. » Bardot n'a pas répondu. Mais son mari confiera qu'elle a gardé la lettre près d'elle, sur sa table de chevet. Ce nouveau silence n'était plus celui de la colère ou du rejet, mais peut être celui, plus complexe, de l'apaisement ou de l'acceptation d'une paix impossible. Alors, que restera-t-il de Brigitte Bardot ? La question flotte, suspendue dans le silence assourdissant de la Madrague. Ces dernières années n'ont pas été celles d'une réconciliation. Elle n'a demandé pardon ni aux institutions qu'elle a bafouées, ni aux communautés qu'elle a offensées. Elle n'a pas cherché à réparer les ponts qu'elle avait elle-même dynamités. Au contraire, en se murant dans une retraite quasi totale, elle a fait de son silence son ultime manifeste, son dernier acte de scène. C'est plus la parole qui choque, c'est l'absence de parole qui interroge. En cessant d'attaquer, en cessant de commenter l'actualité, elle a peu être tendue, une main invisible, non pas pour être pardonnée, mais pour qu'on la laisse enfin en paix. Une paix rugueuse, intransigeante, à son image. Le public, lui, reste profondément divisé, comme fracturé par le personnage même de Bardot. D'un côté, il y a ceux qui ne lui pardonneront jamais la violence de ses propos, la considérant comme une figure réactionnaire ayant trahi l'idéal de liberté qu'elle incarnait. De l'autre, il y a ceux qui, par-delà les controverses, ne veulent retenir que la lumière, l'insolence magnifique de la jeune femme qui a bousculé un monde endormi.
Ils se souviennent de B comme d'un symbole éternel de la féminité affranchie, préférant l'icône à la polémiste. Faut-il la juger à l'aune de notre morale contemporaine ou la regarder comme le pur produit d'un siècle de bruit et de fureur? La vérité est qu'une légende de cette trempe n'appartient jamais tout à fait à son époque. Elle la déborde, la traverse, se laissant adorer, déformer, rejeter, pour mieux renaître sous un autre jour aux yeux des générations futures. Peut être que le véritable héritage de Bardot réside précisément dans cette tension irrésolue entre la gloire et le rejet. Elle nous force à nous interroger sur la nature même de l'adulation et sur la frontière ténue entre le courage et l'aveuglement. Son silence final, depuis son œuvre provençale, n'est pas un aveu de défaite. C'est le testament d'une femme qui a préféré être haïe pour ce qu'elle était plutôt qu'aimée pour ce qu'elle n'était pas. Une femme qui, jusqu'à son dernier souffle, est restée farouchement et tragiquement elle-même. Ce script retrace le parcours de Brigitte Bardot, non pas comme une biographie, mais comme la trajectoire d'une icône devenue paria. De son ascension fulgurante avec Dieu, créa la femme à son retrait brutal du cinéma, il explore sa métamorphose en une militante intransigeante pour la cause animale. Le récit plonge ensuite dans ses controverses, analysant comment ses prises de position sur la société, ses alliances politiques et ses déclarations sur MeToo l'ont isolée. Il aborde la blessure intime de sa relation avec son fils et les rares fissures dans son armure au crépuscule de sa vie, concluant sur son silence final comme un testament complexe, laissant le public partagé entre la mémoire de la gloire et le poids du rejet,